Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio J tous les dimanches à 16h05. Une émission que j'ai le bonheur d'animer en compagnie de l'historien Alexandre Adler. Bonjour cher Alexandre. Bonjour. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur le site radioj.fr et sur l'application de Radio J, ainsi qu'en vidéo sur notre page YouTube. Cette semaine géopolitique, Alexandre Adler a été marquée, évidemment, par l'envahissement du Capitole par des militants pro-Trump qui venaient contester la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Le bilan est de 4 morts au moment où nous enregistrons cette émission. Alexandre Adler, que vous ont inspiré ces images d'insurrection inédite dans l'histoire américaine? C'est-à-dire que ce pauvre Trump est incorrigible. Il avait bien entendu choisi de ne pas véritablement s'opposer à l'élection de Biden en prenant un moyen tout à fait détourné par le biais donc, du contentieux électoral. Donc en fait, il avait essayé de ne pas trop saboter. Et puis la nature est revenue, c'est-à-dire que devant la possibilité de faire de la démagogie, il s'agissait en fait de savoir si la majorité allait quand même rester au Parti républicain au Sénat, ce qui d'ailleurs n'aurait pas suffi, et de loin, à assurer l'avenir de Trump. Eh bien, il ne s'est pas tenu, comme d'habitude. C'est plus fort que lui. Il est reparti avec les fake news, avec la démagogie, avec l'appel à la violence. Et puis, évidemment, les choses lui ont échappé parce que ces malheureux partisans, ce sont les plus bêtes, les plus sots, les plus fous aussi. Et un certain nombre d'entre eux ont dépassé absolument toutes les bornes. Il a été rattrapé par sa nature hyper narcissique et son incapacité à accepter finalement sa défaite. Bien entendu. Et surtout de ne pas jouer ce que devrait être un chef politique, les incendiaires, mais au contraire les bergers prudents. Il aurait continué à organiser une manifestation autour de la Maison-Blanche sans faire la moindre déprédation, on n'en serait pas là. Et là, c'est le viol des institutions américaines de la façon la plus stupide, la plus incroyable. Les images ont été terribles hier soir. Les images le poursuivront toute une vie. Donc il vient non seulement de mettre fin, bien entendu, à sa présidence et de la manière la plus honteuse, mais également il vient probablement de compromettre toute possibilité de revenir en politique. Dans 4 ans. Dans 4 ans, ce qui était vaguement son espoir, en tout cas d'ouvrir la voie à sa belle-fille, sa fille préférée, Ivanka, et son gendre Jared Kushner. Et vous pensez que c'est terminé pour lui, politiquement? Oui. Non seulement c'est terminé, mais il y aura bien entendu des suites judiciaires. Bien entendu, ces suites judiciaires prendront du temps. Elles se développeront surtout après l'élection de Biden, qui maintenant ne fait plus problème. Et bien entendu, elles se termineront en eau de boudin. Mais pas quand même l'image effroyable qui restera dans les esprits du viol. Il n'y a pas d'autre mot, des institutions les plus sacrées. Et bien entendu, c'est depuis le début que Trump passe son temps à subvertir absolument toutes les règles de décence et de bienséance ou de respect qui dépassent finalement les différents partis en présence dans tous les domaines. Il n'y a plus de respect finalement de ce qu'on appelle le bien commun, indépendamment des le bien commun qui est politiques. Partagé par démocrates, républicains, conservateurs, religieux, laïcs. Les États-Unis sont beaucoup de choses, mais ils ne sont surtout pas ça. Ça, il y a un tiers exclu, il n'est pas énorme, mais dans ce tiers exclu, il y a ce qui vient de se passer. Et là, c'est la fin, évidemment, la fin en capilotade de ce malheureux Trump qui aurait pu peut-être utiliser la transition autrement. Il y était un peu près, il avait commencé à travailler avec les équipes, notamment son ami le général Pompeo, etc. Tout ça, c'est fini maintenant. Alexandre Adler, Donald Trump a fini par admettre jeudi matin sa défaite, même si, ajoute-t-il, je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection. Le président sortant qui promet également une transition ordonnée, ce sont ses mots le 20 janvier, au moment de l'intronisation de Joe Biden. Que restera-t-il de cette journée de chaos après le départ de Donald Trump? Qu'est-ce qui va en rester en termes de fracturation de la société américaine?
Ce qui va rester, c'est cause toujours. Maintenant, la parole de Trump est totalement dévalorisée. Bon, c'est bien, il s'en va, il ne fait pas d'histoire, tant mieux. Et maintenant, on veut le voir disparaître. Mais est-ce que ça a créé un précédent aussi? Oui, d'une certaine manière, une telle fin aussi peu glorieuse n'avait pas de véritable équivalent dans la démocratie américaine depuis fort longtemps. Et un homme comme le président George W. Bush, bien décrié, souvent d'ailleurs à tort par l'opinion, apparaît dans cette opération comme bien supérieur à tous égards. Donc voilà, on voit qu'il y a des limites qui ont été là dépassées et qui ne pourront plus jamais être invoquées. Donc en effet, il y aura de l'irréversible et on aura maintenant tout simplement un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire au respect de l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, les États-Unis ont absolument besoin, comme ils le font régulièrement dans leur histoire, de remettre les compteurs, tout simplement parce que les États-Unis ont toujours besoin qu'il existe deux partis en concurrence et que la concurrence soit suffisamment loyale pour que, malgré le fait que, disons, tel groupe soit un peu majoritaire, il ne le soit jamais complètement. C'est le cas aujourd'hui. Mais évidemment, cela veut dire que ce qu'on appelait les démocrates et ce qu'on appelait les républicains vont évidemment beaucoup changer. Un certain nombre de républicains modérés sont déjà prêts à franchir le pas et à rejoindre les démocrates. Le Parti démocrate est prêt à marginaliser les extrémistes en son sein pour pouvoir avoir des possibilités de jouer sur l'alternance plus tard. C'est ce que toute la présidence Biden va s'efforcer de faire. Donc, en effet, nous avons une formidable réorganisation de la démocratie américaine et on va ajouter que, bien entendu, sur le plan géopolitique, la réalité qui s'impose aujourd'hui, c'est le continent nord-américain, c'est-à-dire l'union des États-Unis, du Canada et du Mexique pour former une entité politique nouvelle qui, en fait, va jusqu'au canal de Panama. Et cette entité politique, elle est aujourd'hui bien plus importante que les liens traditionnels que les États-Unis avaient tissés avec l'OTAN, notamment avec certains pays proches comme la Grande-Bretagne. C'est terminé, ça. Maintenant, l'Amérique est américaine. Et dans ces conditions, eh bien, il y aura aussi de très grandes transformations de la politique intérieure et de l'identité des deux grands partis qui seront sans doute toujours une sorte de parti républicain, une sorte de parti démocrate, mais avec d'autres acteurs. Par exemple, certains anciens républicains modérés sont évidemment amenés aujourd'hui à gouverner avec Biden. Alexandre Alder, est-ce que cette nuit insurrectionnelle aux États-Unis ne nous indique pas également finalement la fragilité des démocraties, y compris l'une des plus belles d'entre elles, la démocratie américaine? Oui, alors, fragilité, sans aucun doute, mais il ne faut pas être hystérique comme on l'est aujourd'hui maintenant avec l'information. Bien entendu, la guerre de sécession a été la catastrophe irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus de nouvelles de l'histoire américaine. C'est l'équivalent pour nous de la guerre de 1914 pour l'Europe, qui a fait exploser l'ordre européen. L'Amérique a mis beaucoup de temps à cicatriser les terribles traits de la guerre de sécession, et la discrimination raciale et les problèmes du sud des États-Unis étaient encore là, encore au temps de Martin Luther King, et ce sont toujours des éléments qui ont été provoqués par la guerre de sécession. Un beau jour, on ferme la parenthèse. Et bien entendu, alors que nous avons frôlé une sorte de guerre civile qui était ourdie systématiquement par la folie de Trump, eh bien, nous sommes allés très proches, mais nous n'y sommes jamais allés. Et la démonstration est d'autant plus éloquente que l'Amérique est un pays qui regorge d'armes dans des proportions absolument délirantes, et que malgré tout, les armes on n'a pas défouraillé un peu partout, sinon on le saurait. Il n'y aurait pas les 8 morts ou 4 morts de cette nuit de folie. Mais il y en aurait... Sachant que les armes sont interdites par ailleurs à Washington DC. Ouais, mais enfin, il y en aurait 20 000 ou 50 000 dans tel ou tel endroit. Eh bien non, on n'a pas défouraillé, les Américains ne se sont pas entretués et ils n'ont pas l'intention de le faire. Et cela, bien entendu, l'immense majorité des Américains, même ceux qui ont des armes, même ceux qui détestent leurs voisins, ne le pensent pas. Et cela, c'est quand même l'analyse de fond qu'il faut avoir.
l'Amérique n'est pas au bord du collapsus. Elle est, cela dit, dans une situation très sérieuse, et cet élément très symbolique mais terrible est là pour nous le rappeler. Maintenant, il faut qu'une telle opération ne se reproduise plus jamais. Alexandre, on poursuit cette navigation sur les rives géopolitiques. La semaine a été marquée également sur le plan diplomatique par les suites de l'accord d'Abraham. Le Soudan a rejoint cette semaine ces 10 accords. Conséquence directe, Khartoum reconnaît l'État d'Israël. En échange, les États-Unis vont retirer le Soudan de leur liste des États soutenant le terrorisme et vont également aider les Soudanais à hauteur d'un peu plus d'1 milliard de dollars. C'était une conséquence attendue de ces différents accords qu'on a pu voir signer depuis le début de l'automne, Alexandre. Sans aucun doute, il y a un printemps de Khartoum, c'est évident. Et on sent bien que le Soudan, qui a accepté finalement l'ablation de toute sa partie sud africaine, est en train de devenir un pays présentable. À partir de là, ce serait irresponsable de maintenir des sanctions qui, quand même, font beaucoup de mal à l'économie, à la crédibilité du pays, et à un moment où on a besoin surtout qu'il redevienne un facteur de progrès dans la région. Donc, bien sûr, c'était absolument évident qu'on allait mettre un terme aux sanctions. C'est absolument automatique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la communauté internationale ici est unanime et qu'elle agit de manière concertée et qu'il n'y a pas des pêcheurs en eau trouble qui voudraient à un moment ou à un autre faire fond sur les difficultés toujours évidentes d'un pays comme le Soudan, mais au contraire que tout le monde est d'accord pour lui permettre de revenir et d'exploiter son pétrole qu'on lui a laissé finalement administrer de manière relativement avec une certaine longanimité qui aujourd'hui s'avère payante. On va parler maintenant, après le Soudan, du Maroc. De nombreux youtubeurs et auditeurs nous écoutent depuis le Maghreb. Le mois dernier, Alexandre Adler, une délégation marocaine s'est rendue en Israël pour préparer notamment la réouverture des consulats dans les deux pays. Et dans quelques semaines, une nouvelle délégation marocaine, cette fois de haut rang, se déplacera dans l'État hébreu. Et puis, il y a une nouvelle qui est tombée en fin de semaine. Selon le site américain extrêmement sérieux Axios, le roi Mohamed VI aurait dit à Benjamin Netanyahou lors d'un récent échange téléphonique que l'ouverture d'ambassades dans les deux pays était, je cite, la prochaine étape naturelle de ce rapprochement. C'est une excellente nouvelle a priori, Alexandre Adler. Bien sûr, c'est excellent. Et je le mettrai tout simplement en rapport avec l'autre événement de cette fin de semaine, c'est-à-dire la façon dont l'émirat du Qatar, qui était le vilain canard du club un peu réservé des pays du Golfe, a cessé complètement sa dissidence par rapport à l'Arabie saoudite et ses autres partenaires c'est la visite donc de l'émir du Qatar en Arabie saoudite. À l'occasion du sommet du Conseil de coopération du Golfe. Et il revient finalement dans la famille et il se calme. Et ça, c'est très important, non pas tellement en raison du Qatar lui-même, mais c'était quand même le jeu que menaient les Qataris avec l'Iran d'un côté, avec les djihadistes de l'autre, et qui, notamment en Tunisie et en Libye, où ils n'ont cessé de jeter de l'huile sur le feu. En soutenant les frères musulmans. Et au Maroc, où ils ont encouragé, malheureusement, Mohamed VI et un certain nombre de ses partisans à s'opposer à l'Algérie et à mener une politique complaisante à l'égard du djihadisme, qui ne correspondait en rien, bien entendu, à la véritable attitude marocaine, mais qui visait à isoler les Algériens, à mener une politique personnelle. Eh bien, cette politique est maintenant balayée, et c'est une bonne chose. Et Mohamed VI termine son règne qui a quand même été un règne de progrès très important dans beaucoup de domaines, en normalisant enfin les relations avec Israël et en ne jouant pas un jeu ambigu qui ne correspond en rien ni à la volonté des élites marocaines, ni aux intérêts profonds du Maroc. Et de ce point de vue-là, il y a une espèce d'élément positif, c'est que les militaires algériens, qui eux-mêmes sont très opposés à toute complaisance à l'égard de l'islamisme et au djihadisme, de même que l'actuel gouvernement tunisien, qui est en complète amélioration par rapport à son prédécesseur,
sont en train tous de tourner la page. Donc nous avons ici une espèce de cercle vertueux qui est en train de s'accomplir. Vous dans pensez lequel... Pardon Alexandre, je vous en prie. Non, mais Vous oui. pensez que cette ouverture des ambassades respectives des deux pays, Israël et le Maroc, dont aurait discuté le roi du Maroc et Benjamin Netanyahou, pourrait prendre néanmoins un certain nombre de mois? On dit que les Marocains attendent de voir les premières actions, les premières déclarations de l'administration de Joe Biden. Sans aucun doute, les Marocains ont besoin d'un peu de prudence. Ils n'ont pas besoin de prendre tout de suite l'orage. Et ils auraient bien besoin aussi, à mon avis, de normaliser leurs relations avec les militaires algériens de manière à créer un front tout à fait solide et sérieux contre le djihadisme qui sévit maintenant sur les frontières sud du Maghreb, c'est-à-dire en Mauritanie, dans la partie maghrébine en réalité du nord du Mali ou au Niger. Et bien entendu, c'est là qu'on attend effectivement une diplomatie anti-djihadiste effective. Je pense que nous avons de bonnes chances de la voir maintenant se réaliser. Et là, je pense aussi que l'aide israélienne, logistique, technologique, peut toujours aider aussi un peu les choses. Une dernière question, Alexandre, qui porte cette fois sur la situation militaire à la frontière nord d'Israël. De nouveaux raids en Syrie ont été attribués à l'armée israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. C'est la troisième frappe en 10 jours qui aurait été menée par Tsahal. Le bilan est de 15 morts, probablement parmi les miliciens pro-Iran. Est-ce que Israël profite des derniers jours de l'administration de Donald Trump pour accélérer ses frappes contre l'Iran ou ses intérêts, précisément les intérêts iraniens, notamment en Syrie? Non, parce que je ne crois absolument pas ni que Joe Biden soit partisan maintenant de l'appeasement à l'égard de l'islamisme, ni qu'il donne des consignes aux Israéliens qui ne seront jamais suivies par Israël de modérer son attitude, alors que l'on sait très bien que le programme nucléaire iranien continue malgré Le taux la d'enrichissement est désormais disparition de 20%. de 20%, qui est absolument en violation de tous les engagements pris par l'Iran, que bien entendu la volonté de se doter d'une arme nucléaire et de l'utiliser comme un élément de dissuasion vis-à-vis de la communauté internationale est là, bien là. Et dans ces conditions, bien entendu, la fermeté israélienne est parfaitement nécessaire. Et je dirais même que ces bombardements qui semblent gênants pour le régime de Bachar Assad lui sont en fait plutôt bénéfiques. Parce que Assad, bien sûr, a joué, et de quelle manière irresponsable à plusieurs reprises, sur une carte géopolitique anti-israélienne à plus nombreuses reprises. Il a ouvert largement les portes au Hezbollah, mais il n'est pas du tout un ami du Hezbollah. Et en réalité, tout ce qu'il faudrait, c'est probablement petit à petit un infléchissement du Et la régime présence syrien. iranienne le gêne désormais dans son pays, Mais bien puisqu'il entendu, demande un certain nombre de contreparties. il voudrait de plus en plus que ces véritables intermittents qui sont là à terroriser la Syrie et le Liban disparaissent une bonne fois pour toutes. Et à ce moment-là, il n'est pas du tout certain que le régime alaouite, qui domine encore en Syrie, soit vraiment menacé. Il est certain que les Russes, qui ont gardé leur base à l'attaquer, qui est très importante pour eux, vont continuer à aider le Liban et la Syrie à leur manière, et ils n'ont absolument aucune intention de retirer leur carte, qui est très importante pour leur influence internationale. Donc il suffit maintenant de trouver d'autres alaouites plus présentables. Il y avait une grande famille, les Hayer, qui avait d'ailleurs des sympathies communistes et qui a été plus ou moins contactée par la Russie, par la Chine à un certain moment. Ce n'est pas fini. Et à mon avis, il faudra bien à un moment donné que Bachar Assad, qui est épuisé par la vie à laquelle il s'est prêté, passe la main de manière décente. C'est tout. Mais bien entendu, au départ, au passage, il faudra bien que le Hezbollah replie les tréteaux et disparaisse de la scène politique
libanaise, une bonne fois libanaise et syrienne. Merci beaucoup Alexandre Adler d'avoir décrypté pour nous cette actualité géopolitique. C'est déjà la fin de ce nouveau numéro de Mondovision. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et sur notre application. Une émission également disponible en vidéo sur YouTube. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision. Et merci à tous.